Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 5, Les clés du pouvoir. Extrait du journal de Skyle, représentant de la caste des guerriers auprès du Grand Conseil hilarien. Ce matin, je me suis rendu dans notre plus importante usine d'armement sur Xandara-Trej, pour commander la fabrication de notre clé de pouvoir. J'ai choisi cet endroit pour 3 raisons bien précises. Tout d'abord, cette manufacture est virtuellement imprenable. Construite dans le sous-sol de la planète et possédant une solide structure, elle ne peut pas être détruite par un bombardement. D'autre part, ses multiples moyens de vérification d'identité la positionnent parmi les sites les plus sûrs de toute notre galaxie. La seconde raison, elle est, et de loin, notre usine d'armement la plus sophistiquée. Ces installations renferment la quintessence technologique de notre civilisation. De nombreux techniciens de la caste des savants ont travaillé sur sa conception, et à l'heure actuelle, nous ne pourrions rien obtenir de plus avancé. Et puis bien sûr, le troisième argument, qui est aussi le plus évident, là-bas se trouve notre super tacticien, l'ordinateur qui recueille les essences de plusieurs générations de nos meilleurs guerriers. Nous l'avons mis au point depuis que nous maîtrisons l'extraction, l'étude, la conversion et l'enregistrement des pensées humaines. Nous avons demandé, au fil du temps, aux membres les plus remarquables de notre caste de se soumettre au partage de leur mémoire. Cet ordinateur contient maintenant des milliers d'âmes avec toutes leurs connaissances, leurs modes de réflexion, d'analyse et de stratégie militaire. Jusqu'à présent, les résultats fournis par le super tacticien n'ont pas réussi à nous protéger des attaques des innommables. Nous n'avions jamais rencontré d'autres civilisations et nous n'avions pas de moyens de comparaison, nous sommes dépassés par les événements. Voici la triste conclusion à laquelle je suis arrivé. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé à construire notre clé de pouvoir dans l'usine de Xandara-Trej. Le Grand Conseil a laissé le choix de son aspect à chaque représentant. Pour ma part, j'ai opté pour la dague, cette arme noble et élégante, le symbole même de ma famille, au service de la caste des guerriers depuis toujours. Elle correspond de façon parfaite à ce que notre ordre représente depuis des milliers d'années. Malgré tout, la forme de cet objet n'a pas une grande importance en soi, car sa puissance résidera avant tout dans la pierre précieuse qui sera enchâssée en lui. Le rubis, ce joyau qui semble posséder des reflets de sang, est idéal pour nous. Nous avons réquisitionné le plus gros spécimen existant dans notre civilisation, et nous l'intégrerons à la dague après l'avoir préparée à recevoir les âmes de nos guerriers. Cette opération restera de loin la plus délicate de toutes, et elle devra être effectuée avec beaucoup de minutie par nos plus éminents spécialistes en la matière. Nous établirons un puissant lien, une fois le transfert terminé, qui unira cette dague à l'arme ultime, lorsque cette dernière sera construite. La même chose devra être faite avec chacune des autres clés du pouvoir. Il faudra ensuite réunir les 5 objets, et fournir les mots de commande adéquats, afin de la contrôler. J'ai déjà choisi ce mot secret, mais je préfère ne rien noter dans ce journal, car s'il tombait entre de mauvaises mains, le risque serait trop grand. Après tout, Orlim nous a prédit que nous perdrions la maîtrise de l'arme. Je me dois de rester prudent au nom de notre peuple tout entier, même si je ne crois qu'à moitié en ces pessimistes projections. Le poids de notre avenir pèse sur les épaules des membres du Grand Conseil, le moindre faux pas pourrait se révéler fatal. Je retournerai à l'usine de Xandara-Trej dans une semaine, et y demeurerai jusqu'à la fin du processus. Je prierai Otra chaque jour jusqu'à ce que tout soit fini, afin qu'il nous accorde sa force et sa bénédiction. Les Silians avaient installé les 2 pilotes étrangers dans une petite chambre d'hôpital d'où ils les surveillaient en permanence grâce à une glace teintée spéciale leur permettant d'examiner les blessés sans être vus par eux. Précaution d'ailleurs pour le moment tout à fait inutile, puisqu'ils maintenaient leurs patients dans un état de sommeil constant. Nadioska, Jade, Iridris et Ilan s'étaient réunis dans ce qu'ils appelaient la salle d'observation. De l'autre côté de la vitre sans teint, ils étudiaient les 2 hommes avec curiosité. Ils ont quelque chose de bizarre, remarqua Ilan à haute voix pour communiquer avec tout le monde, y compris Nadioska qui n'avait toujours pas accès au Nahal. Nadioska, quant à elle, ne savait pas ce qui était le plus surprenant de son point de vue, les 2 étrangers ou bien l'hôpital Silian. Un centre de soins, suivant la philosophie siliane, se devait d'avoir des murs aux couleurs gaies pour augmenter le moral des patients, et ainsi les aider à guérir plus vite.
Les parois de cette section du Vacniel possédaient donc une dominante orangée, agrémentée de divers dessins aux teintes vives représentant des soleils, des arbres, des oiseaux ou des fleurs. Ils ne font réellement rien comme tout le monde, pensa la jeune confédérée en fixant un de ces arbres dont les tons vert pomme et jaune intense attiraient particulièrement son regard. La seule couleur blanche de la pièce venait des draps qui recouvraient les deux blessés. C'est vrai que ces gens ont quelque chose de bizarre, affirma Jade qui se tenait près de Nadioska. Tirée de sa rêverie, elle reporta son attention vers les deux rescapés. Ah oui, et quoi demanda-t-elle. Ils étaient habillés de façon totalement identique, aux boutons et à la couture près, expliqua Iridris en fronçant les sourcils. Et ils ont exactement la même coiffure, ajouta Ilan en inspectant la sienne dans le reflet de la vitre sans teint. Nadioska haussa les épaules. J'imagine qu'ils doivent faire partie d'une organisation qui fournit des costumes officiels et qui a une coiffure réglementaire. Ça existe souvent dans des regroupements de type militaire. Prenez l'APC confédéré par exemple, ils ont tous des vêtements bleus, et se doivent d'avoir les cheveux très courts. Oui, mais il y a autre chose, continua Jade sceptique. Ils se ressemblent. Regardez bien leur visage. Tu as raison, confirma Ilan en abandonnant de façon provisoire son inspection capillaire. Ils sont presque identiques. Il s'agit peut-être de deux frères, supposa Nadioska. Je suis désolée de vous contredire, chère demoiselle, fit une voix derrière eux, mais ces gens n'ont aucun lien de parenté. Le groupe se retourna pour voir qui venait de parler, un homme à la coiffure improbable entrait dans la pièce. Il était jeune, portait un chemisier rouge vif et un pantalon vert bouteille, ce qui tira une grimace de répulsion chez Nadioska. Elle se dit que si ce docteur avait souhaité exercer sa profession au sein de la Confédération, il n'aurait jamais pu avoir un seul patient, ou alors peut-être un aveugle. Tu les as examinés, Natak demanda Jade. Oui, répondit le médecin Cillian en s'approchant à son tour de la vitre sans teint. Nous les maintenons pour le moment en état de sommeil artificiel. Nous ne nous montrerons pas à eux tant qu'une décision n'aura pas été prise dans le Nahal. Comment vont-ils physiquement interrogea Iridris. Leur vie ne se trouve pas en danger et ils vont se remettre. Il ne s'agit que d'une question de jours. Nous n'avons aucune inquiétude à ce sujet. Qu'avez-vous découvert de spécial en les examinant demanda Ilan qui avait sorti un peigne de sa poche et entreprenait d'ordonner quelque peu ses cheveux. Eh bien quelque chose qui nous a laissés perplexes, répondit Natak. C'est-à-dire insista Ilan dont la curiosité avait été piquée et qui du coup avait abandonné sa séance de coiffure. Ils se ressemblent physiquement beaucoup, mais ils ne sont pas frères. Leurs ADN montrent qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Mais nous savons pourquoi ils possèdent autant de similitudes, et, je dois dire que cela nous pose encore plus de questions. Il se tut pendant quelques instants, se massant le menton machinalement, plongé dans ses propres réflexions. Eh bien, protesta Ilan, tu nous l'expliques ou quoi ? Fit le médecin tiré de ses pensées de façon brusque. Oui, bien sûr. Eh bien, ils se ressemblent, car ils ont tous les deux subi des opérations de chirurgie esthétique. Vraiment, s'exclama Jade. Avait-il des problèmes physiques qui nécessitaient une telle intervention ? Je dirais qu'a priori non d'après ce que nous avons trouvé, répondit Natak. Ces gens n'ont pas fait cette chirurgie pour cela, mais pour modifier leur apparence. Figurez-vous que cela concerne leur visage, mais aussi leur corps. Plusieurs de nos spécialistes vont sonder leur esprit pour en découvrir plus sur leur vie, ainsi que leur civilisation, leur histoire, leur langue, etc. Nous n'aimons pas cela, mais dans le cas présent, nous y sommes obligés. Nous n'avons aucun autre moyen d'en apprendre plus à leur sujet. Nadioska fit une légère grimace, se souvenant de ce que Jade lui avait enseigné à ce sujet. Ce qui nous a également choqués, continua Natak, c'est que d'après ce que nous avons trouvé, ils auraient subi cette chirurgie durant leur enfance, ou au plus tard dans la première phase de leur adolescence. Carrément bizarre, s'exclama Nadioska à son tour. Voilà, exactement ce que j'explique depuis le départ, renchérit Ilan en ajustant quelques-unes de ses mèches blanches de la main. Il y a quelque chose d'étrange chez eux. On dirait des clones. Sauf qu'il n'en s'agit pas, affirma le médecin. Ils ont modifié leur apparence pour se ressembler. Le silence retomba et tous s'abîmèrent pendant quelques instants dans la contemplation des deux blessés, inconscients et immobiles dans leur lit. Et leur planète demanda Nadioska au bout d'un moment.
Tout aussi étrange, murmura Jade. C'est-à-dire ? Certains sont partis en reconnaissance pour tenter d'en apprendre un peu plus sur eux sans se faire repérer. Ils ont remarqué des choses étonnantes. Tout d'abord, leur orbite basse est complètement saturée d'objets en tout genre, probablement des satellites de communication suivant les premières analyses qui ont été faites. Jade se remémorait, tout en parlant, les images qu'il avait vues à travers les yeux des pilotes quelques heures plus tôt. 5 Silians avaient pris des chasseurs et s'étaient dirigés vers la planète en utilisant des angles d'approche différents et en multipliant les précautions pour éviter de se faire repérer. Ils avaient trouvé de nombreux objets hétéroclites en orbite géostationnaire, certains de forme un peu ronde, d'autres ressemblant à de grands cylindres de métal et d'électronique mélangés. La plupart possédaient d'immenses ailes noires et rigides, tapissées de capteurs. Elles devaient, une fois déployées, fournir de l'énergie à la section principale à laquelle elles étaient rattachées. Les Silians s'étaient avancés à faible vitesse tout en scannant certaines de ces choses prises au hasard. Ce que je sonde semblent être des relais de communication très primitifs, avait signalé un premier pilote. Idem ici, avait affirmé un deuxième. Et tous sont tournés vers la planète. Aucun n'est utilisé pour détecter quelque chose dans l'espace, du moins d'après ce que je sens. Nous pouvons donc continuer et nous approcher de l'orbite basse. Restez prudent, avait demandé Dvalim. Vous n'avez scanné que quelques objets. Il y en a peut-être parmi eux qui ont d'autres fonctions que de relayer des communications. Nous ne devons pas annoncer notre présence dans l'immédiat. De toute façon, était intervenu Jade. Ils ont déjà dû nous repérer. Ils doivent savoir que leur petit vaisseau a percuté le sol lunaire. Il y a des chances pour que les 2 hommes à bord aient signalé le pourquoi de leur brusque changement de trajectoire. Fort possible, avait renchéri Iridris. Il s'est écoulé environ 45 secondes entre le moment où ils nous ont vus et leur impact. C'est largement suffisant pour envoyer un message succinct, même avec leur technologie primitive. Oui, c'est effectivement probable, avait confirmé Dvalim, puis en s'adressant au pilote, conservez tout de même une grande prudence et n'établissez aucun contact pour le moment. Les pilotes avaient répondu par l'affirmative avant de s'approcher lentement de l'atmosphère de la planète en évitant les nombreux satellites dont certains ne semblaient plus être que des épaves. Ils devraient faire un peu le ménage, avait ironisé Jade. Un de ces 4, ils ne se trouveront plus en mesure de quitter leur bout de rocher. Visiblement, ils ne s'aventurent pas dans l'espace très souvent, avait repris Ilan. Par contre, tu as raison, ils devraient s'abstenir de saturer leur orbite, ou bien les rayons de leur soleil ne pourront plus atteindre leur sol. Pour toute réponse, Jade s'était mis à rire. Mes enfants, était intervenu Dvalim. Cessez de vous moquer de ce peuple. Ils n'en sont qu'à leur début de leur présence hors atmosphère. Ce n'est pas un argument pour faire n'importe quoi, s'était exclamé Jade. Ça ne les empêche pas de réaliser les choses de façon correcte, et d'éviter de transformer leur proche voisinage en véritable poubelle. Tu pourras les critiquer quand tu en sauras un peu plus sur eux. En attendant, je te prierai de te taire. Mais bien sûr père, avait répliqué Jade sur un ton particulièrement sec. Et ensuite, demanda Nadioska en tirant Jade de sa rêverie. À part cette orbite saturée de satellites, qu'ont-ils remarqué d'autres ? Un truc encore plus étrange, répondit-il. Figure-toi que la planète est recouverte de bâtiments en verre. Quoi ? S'exclama la jeune femme interloquée. À perte de vue, sur tous les continents de cette planète, des séries d'immenses constructions transparentes. Nos pilotes n'en croyaient pas leurs yeux. Nous n'avions jamais vu une chose pareille. Ils se remémoraient les images qu'avaient fournies les éclaireurs et se rappelaient de la stupéfaction qui avait envahi tout le Nahal. L'un de ces éclaireurs fut si intrigué qu'il était même descendu un peu plus bas que les autres pour observer la surface. Cette civilisation avait érigé d'immenses édifices, cubiques ou rectangulaires, et parfois hauts de plusieurs centaines de mètres. Un nouveau détail avait étonné les Silians, car à la place des habituels murs de pierre ou de béton existants chez eux ou chez les Confédérés, de grandes plaques de verre séparaient les habitants de l'extérieur et cloisonnaient les pièces. D'après ce que les pilotes arrivaient à déceler de là où ils se trouvaient, que ce soit les lieux de vie, de travail ou de commerce, tous les bâtiments étaient construits ainsi. Jouant avec cet incroyable océan de vitres, les rayons du soleil se reflétaient sans fin, déviés de temps à autre, et transformés en arc-en-ciel, créant un paysage irréel aux yeux des Silians qui l'observaient pour la première fois.
Le silence et un calme plat exceptionnel s'étaient établis dans le Naal. Toutes les personnes connectées s'étaient brusquement plongées dans la contemplation de cette planète de verre, si bien qu'il se passa bien plusieurs minutes avant que quelqu'un ne finisse par reprendre la parole. Nous en avons vu assez pour le moment, affirma Dvalim, lui aussi déstabilisé par cet étrange paysage. Retournés sur le Vakniel, nous allons poursuivre le débat. Des bâtiments transparents, murmura Nadioska. Bizarre, ça me rappelle quelque chose, mais quoi ? Alors qu'elle sombrait dans une réflexion perplexe, Jade soupira, et se tourna vers elle. Nous devons continuer notre travail, dit-il à regret. Le Vakniel n'est toujours pas terminé et comme nous ne pouvons pas faire grand-chose vis-à-vis de ces gens en attendant qu'une décision soit prise dans le Naal, nous devons tous revenir à nos postes. On se verra plus tard. Il se pencha vers elle et l'embrassa sur la joue avant de s'évanouir dans la nature, suivi d'Ilan et d'Iridris. J'ai horreur quand vous disparaissez comme ça sans prévenir, s'énerva-t-elle auprès de Natak, le seul à être resté. De son côté, Natak, qui ne l'écoutait absolument pas, regardait avec attention les deux blessés sur leur lit. Vraiment quel drôle de peuple, murmura-t-il. Exactement ce que je me dis tous les jours au sujet des Silians, affirma Nadioska en soupirant. Enregistrement holo identification 135 624. Les membres du Grand Conseil s'étaient réunis dans le salon jaune. Plus confortable et moins officiel que la salle rouge, ce salon leur permettait de débattre ou de discuter des problèmes de façon plus décontractée. Les rayons du soleil s'étalaient sur le parquet ancien et bien entretenu, tandis qu'une des fenêtres, donnant sur le jardin intérieur, laissait passer les gazouillis des oiseaux, et qu'une douce brise réussissait à s'infiltrer. Malgré cette atmosphère agréable, ce jour-là, aucun des membres ne semblait particulièrement détendu. « Messieurs, nous avons besoin de faire un point sur la construction des clés du pouvoir, dit Lisette en remettant derrière son oreille une de ces mèches blondes qui ne cessait de lui retomber sur les yeux. Nous aurons fini la nôtre d'ici une semaine, signala Skyle sur un ton net qui ne laissait place à aucune sorte de doute. Parfait. Vous êtes même en avance, voici une bonne nouvelle, affirma Lisette avec satisfaction. Et vous, Kill ? Kill de Minoc tout sauta avant de prendre la parole à son tour. Son attitude paraissait bien différente de celle de Skyle, et visiblement, il ne savait pas par où commencer. De notre côté, nous avons quelques soucis, dit-il finalement d'une petite voix. Où se situe votre problème ? Demanda Lisette. Qu'il remua sur son fauteuil, tentant de s'enfoncer dans les coussins confortables qu'il avait l'habitude de poser avant de s'asseoir. Eh bien, voyez-vous, hésita-t-il cherchant ses mots avec difficulté. Nous trouvons cet objet extrêmement coûteux et certains marchands ont refusé de participer à notre levée d'impôts exceptionnelle, et... Inadmissible. Coupa Skyle d'une voix forte. Pour qui ces marchands se prennent-ils ? Cet acte de désobéissance est une véritable traîtrise. Il mérite une punition. Restez calme, intervint Lisette avant de se tourner vers Kill. Pourquoi ne souhaitent-ils pas payer ? Ils savent bien que la survie de notre civilisation est en jeu. Eh bien, là réside tout le problème, avoua Kill après s'être enfoncé de 2 ou 3 centimètres de plus dans ses coussins. Certains ont entendu dire que l'oracle avait annoncé qu'on ne pourrait rien faire contre les innommables. Alors, ils se disent, à quoi bon payer quelque chose qui ne servira à rien ? Lisette soupira, et cette fois ne remit pas en place la mèche de cheveux qui venait de nouveau de retomber sur les yeux. Voilà ce que je craignais, dit-elle d'une faible voix. C'est exactement à cause de ce genre de réaction que j'avais voté contre la construction de l'oracle. Je vous rappelle qu'il nous a fourni énormément de bienfaits, intervint Olive de la caste des savants. Nous aurions, sans lui, lamentablement stagné durant des décennies sur plusieurs de nos grands projets. Il nous a permis d'orienter de nombreuses recherches, nous épargnant des années de tâtonnements inutiles. Les expérimentations et essais en tout genre ne sont jamais quelque chose de vain, affirma Lisette. Les échecs restent bénéfiques quoi qu'en disent certains. Je crois, coupa Skyle avec une légère impatience, qu'il est stérile de reprendre les débats philosophiques que nous avions eus à l'époque où nous décidions, si oui ou non, nous devions construire l'oracle. Au cas où vous l'auriez oublié, il se trouve maintenant en état de marche, et nous devons à présent faire avec. Vous avez raison Skyle, avoua Lisette. Nous avons des soucis plus importants à discuter.
Le problème actuel étant d'obliger ces satanés marchands à sortir un peu d'argent de leur coffre-fort qu'ils ont rempli bien au-delà du nécessaire, continua Skyle sans cacher une certaine hargne. Nous ne sommes pas si riches que cela, répliqua Kill d'une voix plaintive. Il s'agit de rumeurs qui visent à déstabiliser notre... Les bijoux, que vous avez sur vous, me permettraient de faire vivre ma famille pendant 4 générations au moins, reprit Skyle. Vous exagérez. Juste quelques babioles. Pour vous peut-être, mais une fortune pour moi. Messieurs, intervint Lisette en haussant le ton. Sommes-nous ici pour nous chamailler comme des enfants ou bien pour essayer de trouver une solution à la survie de notre civilisation ? Un silence pesant s'établit dans le salon jaune, tandis que Kill était maintenant si enfoncé dans ses coussins, qu'il ne faisait plus qu'un avec eux. Kill, continua Lisette. Vous allez demander aux marchands de payer cet impôt et vous allez reprendre la construction de votre clé du pouvoir. Je vais faire de mon mieux, répondit Kill d'une petite voix. Non, coupa-t-elle avec agacement. Vous n'allez pas faire de votre mieux, vous allez le faire, un point c'est tout. Vous représentez votre caste et vous devez les obliger à obéir aux décisions du Grand Conseil. Kill acquiesça vaguement, n'osant plus prononcer le moindre mot. Comment avancent les savants ? Demanda Lisette en se tournant vers Olif. La fabrication se poursuit, lui répondit-il, et nous devrions avoir fini d'ici 3 semaines. Vous avez du retard, constata Lisette. Eh bien, certains d'entre nous n'ont pas estimé les méthodes utilisées très efficaces. Je ne comprends pas, intervint Skyle. Il s'agit de votre caste qui les a mis au point. Oui, mais depuis, nous en avons expérimenté de meilleurs, expliqua le savant. Nous pensons que le transfert des âmes pourrait être amélioré en modifiant quelques paramètres. Nous avons commencé à effectuer quelques simulations pour valider cette. Arrêtez tout, ordonna Lisette. La méthode que nous possédons en ce moment fonctionne, et si vous n'aviez pas cherché à l'altérer, vous vous trouveriez actuellement dans les délais. Enfin, Olif, vous, entre tous, devriez saisir que nous sommes pris de court et que des essais ou de nouvelles modélisations sont totalement hors de question. Oui, je comprends, avoua-t-il avec regret. Mais il reste dommage que... Cela suffit, coupa net Lisette. Vous devez terminer votre clé au plus vite, un point c'est tout. Bien sûr, conclut-il résigné. Lisette se tourna ensuite vers Brayon de la caste des ouvriers. Et vous, demanda-t-elle. Où en êtes-vous ? Avez-vous des problèmes pour lever de l'argent, ou bien vous posez-vous des questions existentielles sur sa fabrication ? Brayon, surpris par le ton inhabituellement agressif de Lisette, haussa les sourcils en signe d'incompréhension et n'osa rien répondre. Je vous demande pardon, soupira Lisette en tentant de se calmer. Je suis sur les nerfs en ce moment, mais je vais me reprendre. Elle ferma les yeux pendant quelques instants et respira profondément pour regagner le contrôle d'elle-même. Eh bien, continua-t-elle au bout d'un moment. Brayon, pouvez-vous nous parler de votre progression ? Tout avance parfaitement bien, dame Lisette, répondit-il. Nous respecterons les délais donnés par le Conseil. Voilà donc une très bonne nouvelle. Je me réjouis de la fiabilité des ouvriers. Sans vous, notre civilisation ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Brayon pencha légèrement la tête en avant en signe de remerciement. Quant à la caste des sages, reprit-elle, nous terminerons également à temps. Pour clore le sujet, messieurs, je rappelle une dernière fois à tous, à quel point il reste important, indispensable même, de réaliser notre projet dans les délais que nous nous étions fixés. Elle jeta un rapide coup d'œil à chacun pour vérifier qu'ils avaient bien enregistré le message. Bien, dit-elle. Passons maintenant au thème principal de notre réunion, l'arme ultime. Nadioska, le nez presque collé à la vitre santin qui la séparait de la chambre des 2 blessés, regardait avec curiosité les spécialistes du sondage opéré. Elle devait l'avouer que visuellement il ne se passait pas grand-chose. Les Silians assis de part et d'autre des étrangers, une main posée sur leur front, se concentraient les yeux clos. La jeune confédérée ne pouvait donc faire que de simples suppositions. Ilan, qui se tenait à côté de Nadioska, termina de se remettre du rouge sur les lèvres et s'observa dans une petite glace avec satisfaction. « Pourquoi dites-vous que ces gens sont des spécialistes du sondage ?» demanda Nadioska en se tournant vers l'excentrique Silian. « Voyez-vous, annonça-t-il en adoptant des airs de professeur d'université, en théorie nous sommes tous capables d'effectuer les mêmes tâches.
Nous pouvons tous nous connecter au Naal, nous téléporter, fournir des soins aux blessés, changer notre apparence, mais en réalité, nous réalisons cela avec plus ou moins de réussite. Certains d'entre nous sont bien meilleurs que la moyenne dans certains domaines. Prenez comme exemple nos médecins. Ils ont choisi cette profession, car ils se débrouillent bien mieux que la plupart des gens lorsqu'il s'agit de prodiguer des traitements. Certains le font de façon si naturelle ou si exceptionnelle qu'on peut parler de don inné. Maintenant, examinez le cas de Jade. Il demeure abominablement nul quand il doit changer d'apparence. Ah bon? Oui, confirma Ilan. Remarquez, moi aussi, ajouta-t-il en souriant de toutes ses dents. La plupart des fantômes excellent dans ce domaine. Nous restons les pires anomalies, une véritable honte pour notre peuple. Pour ponctuer ses paroles, il éclata de rire comme s'il se trouvait en fait très fier de ce statut. Malgré tout, reprit-il, nous sommes absolument brillants dans d'autres sujets. Lesquels? Questionna Nadioska. Oh, eh bien, il n'y a pas mieux que nous pour agacer notre entourage. Ah, et c'est une qualité? Pour nous, oui, répondit-il avec un énorme sourire. Ah, je vois. Elle effectua une moue prononcée en se demandant comment les Silians faisaient pour supporter ces deux larrons. Il fallait vraiment qu'ils soient d'une tolérance exceptionnelle. Et ces gens-là, reprit-elle en désignant du menton les deux spécialistes. Ils sont excellents dans l'extraction d'informations à partir d'un cerveau humain. Ils peuvent même vous soutirer des souvenirs oubliés. Je ne connais personne d'autre capable de faire cela. J'imagine qu'ils sont connectés au Naal et y envoient tout ce qu'ils apprennent. Bravo, s'exclama Ilan. Vous commencez à comprendre comment nous fonctionnons? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir accéder à votre Naal? Pourquoi n'essayez-vous pas? Demanda Ilan en haussant les sourcils. Vous avez réalisé des choses beaucoup plus dures que cela ces derniers temps. Vous croyez? Bien évidemment, affirma-t-il. Vous nous avez téléportés au-delà du vide spatial dans une autre galaxie. Pas mal quand même. Sauf que je ne l'ai pas fait exprès et que je doute même que je sois responsable de cela. Ne minimisez pas vos capacités. Ayez confiance en vous et vous ferez des miracles, vous verrez. Cela dit, il jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre et arrangea quelques-unes de ses mèches de cheveux d'un blanc éclatant. Je vais devoir vous quitter, dit-il. Je dois retourner travailler. À plus tard. Il effectua un petit signe d'au revoir de la main et disparut aussitôt après. Nadioska restait seule, soupira et se replongea dans la contemplation des deux spécialistes du sondage mental. Comme il ne se passait rien de notable, au bout de quelques minutes, elle commença à s'ennuyer de façon ferme. N'ayant rien d'autre à faire, elle se dit qu'elle pourrait toujours suivre les conseils d'Ilan et de tenter une connexion au Naal. Elle ne perdait rien à essayer de toute façon. Elle ferma les yeux et pencha un peu la tête en avant, si bien que son front finit par toucher la vitre. Elle se remémora les indications que Jade lui avait données quelques mois auparavant lorsqu'il vivait encore sur Syl. Elle vida son esprit de toute réflexion perturbatrice et se focalisa sur le concept étrange du Naal. De longues minutes s'écoulèrent sans qu'il ne se passât rien de notable, puis, tout à coup, des images sans queue ni tête lui parvinrent. Elle ressentit quelques secondes plus tard une curieuse sensation, comme une porte qui s'ouvrait dans sa tête. Une multitude de pensées différentes vinrent s'entrechoquer, et au milieu de cette espèce de brouhaha, elle entendit clairement Jade. Avez-vous trouvé s'ils ont un lien quelconque avec nos ancêtres? Nadioska sourit, elle avait réussi, elle était connectée au Naal. Elle n'en revenait pas. Cela faisait des mois qu'elle croyait en être incapable et voici qu'elle y arrivait tout à coup, si facilement. Elle perçut que quelqu'un répondait à Jade, mais il ne s'agissait que d'un faible murmure dont elle ne parvenait pas à comprendre le sens. Elle tenta de se concentrer encore plus et fronça machinalement les sourcils sous l'effort. Nad, s'exclama Jade. Oui, je t'entends, répliqua-t-elle en pensée. Génial. Tu peux te connecter au Naal, dit-il joyeusement. Derrière ces paroles, la jeune femme remarqua quelque chose d'autre, comme une vague de sentiments liés à la phrase, et elle sut tout de suite que non seulement Jade était sincère, mais qu'il était véritablement ravi qu'elle puisse à présent accéder à cet espace particulier. J'ai l'impression que pour le moment je ne capte que toi. Tout le reste paraît très lointain, comme des murmures, affirma-t-elle.
Vraiment? Voilà qui semble curieux. Je ne me souviens pas que nous ayons eu un précédent. Il se tut, et elle sentit qu'il réfléchissait et essayait de se rappeler si oui ou non, un Cillian avait déjà eu une connexion ciblée sur une seule personne. Machinalement, elle sourit, elle pouvait suivre en même temps que lui le cheminement de la pensée du jeune homme. Il y avait quelque chose de magique et d'extraordinaire là-dedans. Tu sais, dit Jade, il faut que tu comprennes que ça marche dans les deux sens. Tu vois comment je réagis, mais je fais pareil avec toi. Je comprends maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas vous cacher grand-chose les uns et les autres. Nous pouvons avoir des secrets, affirma-t-il. Nous pouvons garder certaines choses pour nous, mais nous ne pouvons pas cacher ce que nous sommes dans le Naal. Les émotions que nous éprouvons s'écoulent sans que nous puissions y faire totalement barrage. Cela a toujours été ainsi et c'est pourquoi nous restons un peuple si soudé. Nous vivons presque en permanence dans une sorte d'empathie. Il faudra que je m'habitue à cela, dit-elle en envoyant malgré elle un léger sentiment de peur. Tu t'y feras, affirma-t-il confiant. Concentre-toi sur une pensée différente de la mienne pour voir. Je vais essayer, répondit-elle en rouvrant les yeux. Elle avait devant elle, de l'autre côté de la vitre, la raison pour laquelle elle avait tenté de se connecter au Naal. Elle se dit qu'en se focalisant sur les deux sondeurs, cela devrait faciliter l'opération. Il lui fallut de longues secondes pour arriver à capter quelque chose de compréhensible. Ce qui l'étonna au premier abord, c'est qu'elle ne recevait que des images. Ils extraient la mémoire visuelle des deux pilotes, expliqua Jade qui suivait le cheminement de pensée de Nadioska. Elle vit apparaître dans son esprit une série de scènes disparates, représentant des tranches de souvenirs divers, une cité faite de bâtiments en verre, éclairée par un soleil couchant, des tests et des entraînements réalisés au centre spatial par les deux astronautes, des visages de leurs familles et de divers amis. L'un d'eux était marié, cette réminiscence montrait un petit garçon d'environ 3 ans qui riait aux éclats en s'amusant sur les genoux de sa mère. Puis brusquement, il y eut une coupure et tout s'arrêta pendant quelques instants. Que arrive-t-il ? Demanda Nadioska. Nos spécialistes évitent de toucher et de diffuser le passé trop intime de ces personnes. Notre but n'est pas de savoir ce qu'ils font la nuit avec leurs femmes, mais d'en apprendre plus sur leur civilisation. Les images revinrent, il s'agissait du décollage de leur fusée. Bien sûr, reprit Jade. Il y a forcément des choses qui nous échappent. Nous pouvons louper quelque chose d'important, voire d'essentiel, en sélectionnant ainsi leurs souvenirs. Mais si nous devions aller plus loin, nous serions obligés de puiser dans ces souvenirs très intimes et nous n'aimons pas faire cela. Vous semblez très respectueux des autres, nota la jeune confédérée avec une pointe d'admiration. Même avec des gens que vous ne connaissez pas, ne fais jamais à autrui ce que tu n'apprécierais pas qu'on te fasse, récita Jade. Il s'agit d'un de nos principes de base. Les images du décollage continuaient. Ces souvenirs sont plus récents, expliqua Jade. Donc, nous y avons accès plus facilement. La capsule des deux hommes avait quitté l'orbite de leur planète natale. Ce moment était accompagné de sentiments forts. Ils s'étaient émerveillés devant le paysage fabuleux qu'offrait le velours noir de l'espace parsemé d'une myriade d'étoiles scintillantes. Il s'agissait de leur première fois, nota Nadioska en comprenant cela parmi les impressions qu'elle recevait. Oui, visiblement, confirma Jade. D'après ce que nous avons saisi, leur base avait déjà réalisé quelques missions plus courtes avec d'autres personnes. Les images sautèrent, montrant qu'ils venaient de changer de souvenir. Maintenant, le petit vaisseau s'approchait lentement de l'orbite lunaire, et les pilotes effectuaient quelques manœuvres dans le but de contourner l'objet céleste. C'est à ce moment-là que, devant leurs yeux, le Vakniel était brusquement apparu. Les Cillians connectés reçurent de vifs sentiments en accompagnement de ces images. Parmi eux, l'incompréhension, la panique et la volonté de trouver une solution rapide. Eh bien, les pauvres, murmura Nadioska. Ça a été un choc. Un double choc, si on considère qu'ils se sont ensuite écrasés au sol. Jade, c'est vraiment méchant, ce que tu viens de dire, reprocha-t-elle, tout en riant intérieurement. Les pilotes avaient réussi à dévier leur trajectoire suffisamment à temps, mais leur capsule semblait bien trop primitive pour effectuer des manœuvres précises dans la précipitation. Voyant le sol lunaire se rapprocher à grande vitesse, l'un d'entre eux avait tenté de ralentir leur descente, tandis que l'autre avait envoyé un message à leur base. Eh bien, voilà, soupira Jade.
Ils ont vraiment contacté leur supérieur, ce qui signifie qu'ils connaissent notre présence. Que allez-vous faire? Un débat est en cours. Ce que nous venons d'apprendre va peut-être faire pencher la balance du côté de la prise de contact. Mais avant, nous avons besoin d'en savoir un peu plus. Il y eut un nouvel arrêt dans les souvenirs. Quand ils recommencèrent, la scène paraissait totalement différente, montrant une sorte de réunion officielle, où des tas de gens semblaient heureux et se congratulaient mutuellement. « C'est quoi ça ?» demanda Nadioska en ne comprenant pas ce qu'elle voyait. « J'ai les images, mais pas le son. » Jade ne put s'empêcher d'éclater de rire. « La prochaine fois, branche tes haut-parleurs », s'exclama-t-il. « N'importe quoi », répondit la jeune femme en haussant les épaules. « Je tiens à t'avertir d'un petit truc, » reprit Jade plus sérieusement. « Si tu restes trop longtemps connecté, tu vas encore avoir droit à un mal de tête carabiné pendant plusieurs jours. » « Ah bon ?» dit-elle en faisant malgré elle une moue réprobatrice. « Oui, il vaut mieux y aller doucement au départ. » « Quel dommage, j'adore ça. » « Contente-toi de te connecter tous les jours en restant à chaque fois un peu plus longtemps. Ça se passera mieux de cette façon. » Nadioska soupira en se disant qu'écouter les conseils de Jade semblerait la solution la plus sage. Elle se souvenait encore des terribles maux de tête qui l'avaient assaillie et presque clouée au lit dans sa chambre dans le noir le plus total. Malgré tout, elle voulait en savoir plus et tenta de se convaincre que rester quelques minutes de plus n'allait rien changer à l'affaire. « C'est toi qui vois », soupira Jade. Leur conversation fut brusquement interrompue par une autre pensée dans le Naal. « Nous allons maintenant nous concentrer sur leur langage », signala l'un des spécialistes du sondage. Nadioska entendit cette fois plus clairement la voix de l'homme, et elle constata avec satisfaction que sa liaison au Naal devenait plus précise. Aussitôt après que le Silian eut annoncé son intention, elle reçut un torrent d'informations se déversant dans sa tête en flux continu, mots, grammaire et expressions diverses d'un système linguistique inconnu. Elle assimilait, comme tous les Silians connectés, la langue natale de ces gens à une vitesse incroyable. Lorsque tout cessa de façon abrupte, elle en fut soulagée et se sentait bizarrement essoufflée. « C'est épuisant, dit-elle. Tu viens d'apprendre tout un langage en quelques minutes. Ton esprit doit effectuer une petite pause pour tout absorber, sinon il va faire une indigestion. » Une indigestion de cerveau ? Étrange. Et ça ressemble à quoi ? La plupart du temps, à une catatonie. Tu veux dire qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie ? Ça peut vraiment se produire, s'exclama-t-elle un peu effrayée. C'est déjà arrivé à certains d'entre nous, mais rassure-toi, ces cas-là sont tout à fait exceptionnels, répondit-il. Jade sourit, et même si Nadioska ne le voyait pas de ses yeux, elle avait reçu les sentiments correspondant à cette action, si bien qu'en réalité, elle avait presque l'impression de l'avoir en face d'elle. Le spécialiste du sondage reprit la parole dans le Naal, et encore une fois, la jeune confédérée sentit que sa connexion lui permettait d'observer et d'entendre plus de choses. « Nous allons nous focaliser sur leurs connaissances historiques à présent, signala le Silian. « Ils font cela par étapes, demanda Nadioska. C'est beaucoup plus simple. Notre cerveau range toutes les nouvelles informations qu'il reçoit et les associe avec d'autres. Nous avons accès aux données en suivant des thèmes particuliers en faisant appel à ces associations d'idées. Nos spécialistes en sondage sont très doués pour chercher et trier ces informations, car tous les esprits ne classifient pas de la même façon. Certains paraissent véritablement très brouillons. » Nadioska sourit à son tour. Elle imaginait l'étrangeté de pouvoir plonger dans les pensées de quelqu'un d'autre à son insu, et d'y découvrir toute sa vie et tous ses petits secrets. Ce sourire s'estompa brutalement en se souvenant que les Silians lui avaient demandé, quelques jours plus tôt, de subir cette épreuve. De leur côté, les sondeurs poursuivaient leur travail, une série d'images, parfois accompagnées de mots ou de phrases choisies, se déversa en flot continu dans le Naal. Nadioska fascinée, bien que fatiguée par l'exercice précédent, resta connectée. Les Silians n'apprirent que peu de choses sur l'histoire de ce peuple, et ils en furent à la fois déçus et étonnés. Il semblait que cette civilisation existait telle qu'elle depuis toujours, sans modification majeure. Un gouvernement élu par une élite intellectuelle dirigeait la planète sans aucune opposition, en appliquant les lois anciennes, sans peu ou pas du tout de création de nouvelles.
Il n'y avait aucune date de fondation ni aucune information sur son passé, pas de grands événements, pas de guerre, pas de révolution, pas de changement. D'après l'esprit des deux blessés, leur monde avait toujours été ainsi et le resterait. Voilà qui est curieux, nota Dvalim. Il paraît hors de question que leur civilisation n'ait pas du tout évolué au fil du temps. N'avez-vous trouvé aucun renseignement concernant l'histoire de cette population ? Aucun, affirma l'un des spécialistes sans l'ombre d'un doute. Ces hommes ne possèdent aucune notion de changement, de progression, d'événements particuliers s'étant déroulés jadis. Cette idée semble totalement inexistante. Ils ont peut-être oublié leur propre passé, suggéra Ilan. Ou bien ils l'ont volontairement effacé, intervint Jade. Un silence étrange se fit dans le Nahal et Nadioska, qui expérimentait cela pour la première fois, ressentit une sorte d'angoisse qui la saisit au creux de l'estomac. Elle fut donc ravie que quelqu'un reprenne la parole. Une civilisation évolue, affirma Dvalim. Nous le savons tous, il s'agit d'un fait indéniable. Il y a un commencement et une fin à toute chose. Par conséquent, nous avons deux possibilités, comme l'ont signalé Ilan et Jade, qui pour une fois ont utilisé correctement les capacités de leur cerveau. Tu es trop gentil, père, coupa Jade d'un ton sec. Soit, le début de leur ère est si lointain qu'ils l'ont totalement oublié, continua Dvalim sans faire attention à l'intervention de son fils, ou bien nous nous trouvons face à un acte volontaire visant à éliminer toute trace de leur passé. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Nous ignorons toujours si nous avons un lien de parenté avec eux. Nous devons clore le débat rapidement et prendre une décision quant à l'attitude à adopter envers ce peuple. Il marqua une pause, puis quand il recommença à parler, Nadioska sentit la présence de Dvalim si près d'elle, qu'elle eut l'impression qu'il s'était téléporté dans la pièce où elle se situait. Nadioska, nous avons tous noté votre incursion dans le Nahal et bien que votre signal nous semble encore faible, vous êtes maintenant capable de nous entendre et de communiquer avec nous. Je vous invite donc, au nom de tout notre peuple, à participer au vote et aux divers débats que nous continuerons de faire sur la question qui nous préoccupe actuellement. Devons-nous, oui ou non, entrer en contact ouvertement avec cette civilisation ? Le cœur de Nadioska se mit à battre la chamade, et elle répondit en jetant un torrent de bonheur et de gratitude dans le Nahal. « Monsieur, vous me faites un grand honneur » s'exclama-t-elle. « Vous faites officiellement partie des nôtres » confirma Dvalim en envoyant dans le Nahal l'équivalent d'un sourire bienveillant. « J'essaierai d'être digne de votre confiance » ajouta-t-elle en se sentant soudainement pousser des ailes. « Nous n'avons aucun doute sur le sujet. Souhaitez-vous apporter ici votre point de vue concernant le débat en cours ?» Nadioska remarqua que la totalité des personnes connectées au Nahal se focalisaient sur elle. Cette nouvelle expérience la déstabilisa, et pendant un instant, elle eut l'impression de se tenir debout devant une foule de gens silencieux, les yeux braqués sur elle, et qui attendaient qu'elle prenne la parole. « Eh bien, commença-t-elle en essayant de récupérer un peu de courage. Je peux vous avouer quelque chose qui va peut-être, enfin, je veux dire, il se trouve que j'ai rêvé, du moins, je crois, je ne sais pas trop comment expliquer cela. » Ne soyez pas timide, intervint Dvalim en envoyant dans le Nahal des sentiments de soutien. Dites les choses simplement et vous verrez, ça se passera bien. Ne vous focalisez pas sur la foule du Nahal, mais parlez comme si vous vous adressiez à Jade uniquement. D'accord. Eh bien, je souhaitais dire que j'avais eu la vision de cette planète. Vraiment, s'étonna Jade en prenant la parole à son tour. Et quand ? Il n'était pas le seul à être stupéfait, Nadioska sentit de nombreux remous parmi les ciliants connectés, créant de multiples vagues, et donnant l'impression que le temps tournait à l'orage. Elle trouva cela très perturbant, voire totalement désagréable, et préféra continuer son explication au plus vite pour ne pas se laisser noyer sous une déferlante virtuelle. Au moment où le Vakniel a sauté pour la première fois, alors que nous nous situions en orbite autour de Syl, et que l'ordre nous attaquait, je me suis endormie, un peu avant, enfin, je crois, et j'ai vu cette planète étrange faite de bâtiments de verre. Les remous s'intensifièrent au grand désarroi de la jeune femme qui était à la limite de quitter le Nahal, prise d'une sorte de mal de mer. Donc, nous devions vraiment arriver ici, en conclut Dvalim. Chère Nadioska, comment allez-vous voter ? Pensez-vous que nous devrions contacter ce peuple ? Elle resta silencieuse pendant un instant et constata avec plaisir que les vagues s'étaient apaisées et avaient fait place à un calme plat incroyable. Oui,
répondit-elle enfin. De mon point de vue, nous devrions nous mettre en rapport direct avec eux. Elle réalisa alors qu'elle avait utilisé le pronom « nous », ce qui signifiait qu'inconsciemment elle devait se considérer maintenant comme une Siliane à part entière. L'idée la fit sourire et elle se sentit envahie par une sérénité intérieure fort agréable. « Merci Nadioska, dit Dvalim. Vos révélations vont nous être très précieuses et votre vote sera pris en compte. À présent, je vous conseillerais de quitter le Nahal de façon provisoire. Je note chez vous de la fatigue, et je crains que vos maux de tête ne refassent surface. » Je t'avais prévenu, intervint Jade sur un ton railleur. Nadioska sentait effectivement une douleur sourde poindre sous ses tempes et elle se dit qu'il serait sage d'écouter Dvalim. Avec beaucoup de regrets, elle se déconnecta en se promettant de retrouver le Nahal dès qu'elle irait mieux. Orlim ôta le cristal de données du lecteur, il venait de visionner les dernières décisions du Grand Conseil. Les 5 clés du pouvoir étaient en passe d'être terminées, et l'arme ultime en bonne voie pour passer de la théorie à la construction. Un groupe de savants et de guerriers travaillait d'arrache-pied pour finir les plans au plus vite, tandis qu'une des stations spatiales de Zilaria attendait le feu vert pour démarrer l'édification de l'arme la plus terrifiante qui ait jamais vu le jour depuis le commencement de leur civilisation. Tout cela se présente très mal, pensa Orlim en se prenant machinalement la tête entre les mains. On signalait de partout des attaques des innommables. Tout y passait, établissement de recherche, complexe minier, petite planète avec peu de défense. Ils ne laissaient derrière eux que des ruines fumantes. Poussées par la panique, de nombreuses personnes avaient fui les endroits les plus éloignés du centre de la galaxie, et s'entassaient maintenant dans le ciel de Zilaria une multitude de vaisseaux et de cargos qui patientaient pour une place libre au sol, imaginant que là au moins, ils seraient saufs. La peur était souvent accompagnée de colère, mais que faisait donc le Grand Conseil ? Pourquoi ne nous défendait-il pas ? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas atterrir sur Zilaria ? Cette colère et cette incompréhension montaient, et certains avaient pris la décision de braver les ordres et de se poser un peu partout sur la planète, sans permission d'aucune sorte. Il y en avait tellement, que le service de police ne pouvait plus intervenir sur tous les cas d'infraction. Notre civilisation s'effondre, pensa Orlim en s'asseyant à son bureau. Il devait être 3 heures du matin et il se trouvait seul dans le bâtiment de l'Oracle. Fatigué et accablé, il s'enfonça dans son fauteuil et ferma les yeux en se laissant envahir par une douce torpeur. Un silence absolu régnait avec le terminal hors tension et aucun autre appareil en fonctionnement. Cela l'apaisa. Il sombra peu à peu dans un sommeil étrange sans s'en rendre compte. À quelques pas de lui, un léger murmure s'éleva, brisant à peine la quiétude. La fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Il releva brusquement la tête et observa autour de lui, il n'y avait personne. Son regard se porta alors vers le terminal de l'Oracle. Non, il était éteint. Avant, je me contentais d'avoir des visions, maintenant, j'entends également des voix, soupira-t-il avec lassitude. Je vais rentrer chez moi et dormir quelques heures. Mes idées seront plus claires ensuite. Il se leva et sentit quelque chose qui lui frôlait l'épaule. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Il se trouvait seul ici. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Pris d'une sourde angoisse, pensant qu'il perdait la tête, il sortit de son bureau à reculons et se hâta de rentrer chez lui, une bonne nuit réparatrice ne pourrait que lui être bénéfique. L'aube venait de se lever sur Syl. Les orages s'étaient encore intensifiés et les rafales chargées de poussière, de sable et de fine terre masquaient une partie des faibles rayons solaires. En haute altitude, un peu au nord de la capitale syliane, de nombreux nuages d'un gris sombre subissaient les assauts répétés d'éclairs qui les ébraient de part en part. Netona, enveloppé dans sa cape qui lui cachait une section du visage, leva les yeux vers le ciel. Il savait que durant la nuit, les navettes de l'ordre avaient été clouées au sol. Malgré toute la belle technologie que les humains possédaient, ces orages demeuraient extrêmement dangereux pour n'importe quel appareil volant et nul ne se risquait à les affronter sur leur terrain. Le lieutenant quitta la place du palais, et prit plusieurs rues en luttant tant bien que mal contre le vent violent qui avait une fâcheuse tendance à le repousser, et par moments à lui couper le souffle. Il ne croisa personne en chemin, et se félicita intérieurement de s'être levé si tôt pour effectuer ce qu'il s'était promis de faire depuis plus d'une semaine maintenant. Il arriva dans le petit passage où il avait trouvé et caché l'appareillage étrange. Comme tous les matins,
les cercles dessinés à même le sol avaient été engloutis par une marée faite de sable, de terre et de poussière mêlée. Les soldats de l'ordre utilisaient une bonne partie de leur temps à dégager cette terre intempestive durant la journée, et toutes les nuits les vents les narguaient en recouvrant de nouveau toutes les rues et les bâtiments d'une nouvelle couche. À croire que la planète possédait une volonté propre et qu'elle s'acharnait à cacher les restes de la civilisation siliane. Netona s'approcha d'un des murs contre lequel reposaient de nombreuses pierres et débris en tout genre. Il jeta machinalement un coup d'œil aux alentours et comme prévu, constata qu'il se trouvait seul. Il s'accroupit et commença à démonter le monticule qui dévoila bientôt le haut du dispositif ciliant. Netona s'arrêta et observa durant de longues secondes les touches bleutées et leurs symboles fins et élégants. Cet appareil se situe dans une rue, songea-t-il, il était donc destiné à être utilisé par tous. Ce clavier doit déclencher un mécanisme, mais il ne doit pas s'agir d'une combinaison bien compliquée, puisque tout le monde devait être en mesure de le mémoriser. Il effleura plusieurs boutons du bout de l'index, mais sans appuyer. L'envie de commencer ces tests le démangeait, mais il savait qu'essayer un objet inconnu pouvait représenter un danger non négligeable. Il s'accorda quelques secondes supplémentaires de réflexion, puis se décidant enfin à faire quelque chose, il déblaya le reste des débris et mit à jour la totalité du dispositif. Il y a beaucoup de touches. Que pouvait-il faire avec cela? Il s'assura, d'un coup d'œil circulaire, qu'il n'y avait rien de particulièrement notable dans les environs. Il venait dans cette rue de façon régulière, et s'il y avait eu un autre objet il l'aurait à coup sûr vu ou du moins, senti. Cet appareil devait être utilisé par tous les passants, répéta-t-il en pensée en espérant que cela lui donne une idée. De nouveau, il effleura les touches bleues du bout de l'index. Sa déesse allait peut-être lui souffler la solution au creux de l'oreille? Mais, il ne reçut aucun message divin. Il tenta alors sa chance et exerça une pression sur l'une de celles qui était le plus au centre. Aucun son ne se fit entendre et aucune opération visible ne fut déclenchée. Toutefois, la touche était maintenant éclairée depuis l'intérieur par une légère lueur blanchâtre. Elle semble active, mais il ne s'est rien passé. Peut-être que cet appareil ne fonctionne plus, pensa-t-il. Puis, il se ravisa brutalement. Non, je sais qu'il marche. Je le sens. La solution ne se trouve pas loin. Je dois continuer à essayer. Il choisit un autre bouton au hasard et appuya. Rien, à part qu'un peu de lumière irradiait maintenant de lui. Il poursuivit et en enfonça ainsi 6 au total. Il se passa alors un phénomène nouveau, il y eut comme un petit son, une sorte de bip, puis toutes les touches actionnées perdirent leur lueur interne pour reprendre leur état précédent. Ce code utilise donc 6 symboles avant de se réinitialiser, en conclut Netona. Le problème, c'est que le mien n'a pas dû être reconnu. Ou bien, quelque chose qui n'est pas forcément visible s'est déroulé sans que je m'en rende compte. Il examina pendant quelques secondes le dispositif avant qu'une évidence ne s'impose à son esprit, il existe des millions de combinaisons. Netona soupira tandis qu'au loin, un grondement impressionnant se faisait entendre. Il regarda le ciel, et vit que l'orage, accompagné de son cortège de nuages noirs, se rapprochait de la ville. Satanée tempête! Je dois trouver maintenant ou bien je devrais remettre les pierres contre ce mur et rentrer avant que cet orage ne me tombe dessus. Une rafale plus forte s'engouffra dans la rue et aveugla Netona pendant quelques instants. Agacé, il s'essuya les yeux avec sa cape avant de se focaliser de nouveau sur le clavier. Je dois y arriver, s'exclama-t-il entre ses dents. Le temps lui manquait. Il tenta le tout pour le tout et appuya rapidement sur les boutons sans réfléchir, espérant que son intuition le guiderait. Il effectua ainsi une vingtaine de combinaisons sans aucun résultat. Un étrange phénomène se produisit alors qu'il allait presque abandonner. Au lieu de se réinitialiser aussitôt, les 6 touches enfoncées conservèrent leur lumière blanchâtre pendant plusieurs secondes. Netona, se disant que cette fois était la bonne, regarda autour de lui à la recherche de quelque chose qui aurait changé. Il ne vit rien de particulier, mais au moment où les boutons s'éteignaient de nouveau, la couche de terre et de poussière mélangée qui s'était accumulée sur le sol disparut soudainement à côté de lui, laissant place à un rond parfait de presque 2 mètres de diamètre. Netona s'approcha avec prudence, examinant la surface lisse et maintenant propre de façon minutieuse. Elle correspondait au millimètre près à l'esquisse globale faite par les cercles peints à même le sol.
Il tendit une main et la passa lentement sur la section la plus externe. Il ne sentit rien d'autre que le contact froid des pierres qui pavaient la rue. Où était donc partie la poussière qui les recouvrait quelques secondes plus tôt? Netona se releva éperdu dans ses pensées, regardait sans véritablement la voir, la forme géométrique révélée par l'absence de débris et que le vent s'acharnait déjà, avec rage, à combler de nouveau. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse, établissant de multiples suppositions. Puis, finalement, une seule idée s'imposa à son esprit. C'est un moyen de locomotion, conclut-il. Cette chose permet de se déplacer. Jamais ces gens n'auraient mis quelque chose de dangereux dans une rue. Si la Terre n'est plus dans ce cercle, c'est qu'elle a été transportée ailleurs. Alors qu'il poursuivait la logique de sa pensée, il sentit une vague d'excitation l'envahir. Ce dispositif désintègre les particules de matière pour les réintégrer dans un nouvel endroit. Il possède la téléportation. Sous sa cape qui le protégeait du vent, un sourire naquit sur le visage de Netona. Voilà une découverte particulièrement intéressante. Une foule de possibilités se bousculèrent dans son esprit. Si l'ordre détenait une telle technologie, que serait-il capable de faire? Fini les longues traversées spatiales, on pourrait aller d'un bout à l'autre de la galaxie en quelques dixièmes de seconde, travailler sur une planète et vivre sur une autre, passer la soirée dans une zone festive du centre de la Confédération à des milliers d'années-lumière de chez soi. Et le commerce? Terminer les trajets de plusieurs jours qui alourdissaient le coût de certains produits, sans parler de la fraîcheur de certaines denrées qui, malgré les progrès en matière de conservation, perdaient de leur attrait en atterrissant sur la table des consommateurs. Cela donnerait un coup de fouet immense aux échanges marchands. Plus il réfléchissait, plus il trouvait des multitudes de façons d'utiliser ce moyen de transport, la liste était presque sans fin. Une nouvelle conclusion s'imposa à son esprit, il devait comprendre comment ce mécanisme fonctionnait. Mais son excitation retomba de manière aussi soudaine qu'elle était apparue lorsqu'il réalisa que lui seul ne pourrait probablement pas appréhender cette technologie. Il allait devoir faire appel aux scientifiques de l'ordre. Le sourire de Netona s'évanouit pour se transformer en grimace. Il n'avait pas prévu cela, il allait devoir changer ses plans. Travailler main dans la main avec ces crétins pompeux, voilà une perspective qui s'avérait peu engageante. Mais avant d'en arriver là, il se devait de faire de nouveaux essais sur cette machine histoire de s'assurer qu'il ne se trompait pas quant à sa fonction présumée. Il jeta un autre coup d'œil sur le ciel qui noircissait de plus en plus et se hâta de remettre les pierres en place pour cacher le clavier Cillian. Puis, il revint vers le palais en marchant d'un pas vif, cette fois aidé par le vent qui le poussait dans le dos, comme si cette force de la nature souhaitait se débarrasser au plus vite de ce petit humain insignifiant. Alors qu'il pénétrait dans le hall, l'orage commençait à se déchaîner sur la ville. Netona se dirigea vers la pièce qui lui servait de QG tout en époussetant sa cape chargée de sable et de poussière. Il la jeta ensuite avec négligence sur une chaise et s'approcha d'une des fenêtres. Dehors, les éclairs s'en donnaient à cœur joie, tandis que les sourds grondements de tonnerre faisaient vibrer les vitres. Comment les Cillians étaient-ils parvenus à maintenir une météo clémente sur cette planète, s'interrogea-t-il. Nos chercheurs n'en ont pas la moindre idée. En fait, depuis qu'ils avaient débarqué sur Syl, les scientifiques de l'ordre n'avaient rien trouvé du tout. Cette idée ramena le sourire sur le visage de Netona. La dernière fois qu'il avait contacté son seigneur, celui-ci était au comble de la fureur. Mais que font-ils donc? Avait-il hurlé en faisant vibrer de façon inquiétante les haut-parleurs qui diffusaient sa voix. C'est inadmissible. Pense-t-il que je les paye pour le plaisir? Ils doivent obtenir des résultats. De manière étrange, à ce moment précis, Netona avait presque eu pitié des savants de l'ordre. Après tout, le fait de chercher ne signifie pas trouver à tous les coups. Comment imposer cela à un scientifique? Mais ce sentiment de compassion avait disparu avec rapidité, et Netona avait promis à son seigneur de raffermir sa poigne, ce qu'il n'avait pas manqué de faire depuis, à la grande déception de ceux qui travaillaient sur Syl. Netona s'approcha de son bureau, un nouveau rapport y avait fait son apparition depuis la veille. Il avait déjà lu ce rapport, mais le fait de se remémorer son contenu lui tira une grimace malgré lui. Un de leurs espions auprès du gouvernement avait signalé que plusieurs décisions avaient été prises par le chancelier Hicham pour en savoir plus sur l'ordre. Ce n'était pas bon signe, il fallait agir vite avant que la caste au pouvoir ne s'organise, mais à l'heure actuelle, Netona ne pouvait pas contacter son seigneur.
Cet orage était réellement le mal venu, et au train où allaient les choses, la situation météorologique allait probablement empirer encore dans les semaines et les mois à venir. Certains scientifiques avaient affirmé que bientôt la planète n'offrirait que des conditions de vie extrêmes, voire peut-être, évoluerait au point de ne plus être habitable du tout. Quant à Elibaume, il n'arrivait pas à se décider à prendre le pouvoir de façon directe. Il espérait toujours découvrir une mine de trésors technologiques sur Syl, et repoussait de jour en jour l'échéance de la grande attaque de front. Certains soldats murmuraient qu'il avait peur de renverser le gouvernement en place, et en entendant cela, Netona était devenu furieux et les avait sévèrement punis. Elibaume avait beaucoup de défauts, mais ce n'était pas un couard, bien au contraire. Netona avait établi un plan et l'avait proposé à son seigneur qui lui avait aussitôt donné son feu vert. Il s'agissait tout simplement de préparer le terrain afin que la prise de pouvoir se réalise avec une facilité déconcertante. Pour cela, tous les postes de garde du palais étaient remplacés peu à peu par des sympathisants de l'ordre. Il suffisait parfois de peu de choses pour que quelqu'un accepte de demander une mutation, une coquette somme d'argent y parvenait dans la plupart des cas. Si la personne résistait, le choix des interventions restait large, menace sur la proche famille, sur l'individu même, et si cela ne changeait rien, élimination discrète du récalcitrant sous forme d'un accident quelconque, mais mortel. L'APC, qui était au courant, concluait facilement à un événement malheureux et fortuit, y compris si toutes les preuves indiquaient le contraire. Jusqu'à présent, personne en haut lieu n'avait remarqué ces modifications d'effectifs, mais Netona craignait qu'Hicham ne finisse par se douter de quelque chose, son enquête sur l'ordre tombait au plus mauvais moment. Machinalement, il serra les dents en se demandant ce qui avait bien pu motiver une soudaine prise de conscience de la part du chef du gouvernement. Il feuilleta les autres rapports qu'on lui avait amenés durant la semaine passée. L'un d'entre eux fournissait une liste complète et détaillée sur les différentes réunions auxquelles Hicham avait participé, Conseil des ministres, audience avec le secrétaire général, puis avec la direction de l'APC, tout cela semblait classique et ne donnait rien. Malgré tout, Netona continua de parcourir cette liste et tomba bientôt sur un nom qu'il ne connaissait pas, Netiasop. Intrigué, il reporta son attention sur les divers papiers qui traînaient sur sa table, aucun compte rendu ne mentionnait l'identité de cet homme. Il devait absolument apprendre qui était cet inconnu. L'APC n'avait pas fait correctement son travail, Netona aurait dû, dès le départ, recevoir un rapport détaillé sur ce Netiasop. Il se leva et quitta son bureau. Dans une des salles attenantes, l'ordre avait installé un puissant ordinateur, utilisé principalement par les chercheurs. Il pénétra dans une grande pièce où régnait un bric-à-brac impressionnant, objets sciants divers, piles de notes en vrac, capteurs, sondeurs, et autres instruments censés dévoiler les particularités physiques et moléculaires de chaque artefact, le tout posé sur les tables ou parfois à même le sol. C'est là que les scientifiques étudiaient ce que les soldats, qui continuaient les fouilles, trouvaient dans la ville. Dans cette pièce, un homme en blouse blanche, assis à l'un des bureaux, observait d'un œil rond une série de pierres d'où émanait une faible radiation. « Ah, bonjour Netona, fit-il à l'adresse du lieutenant. Vous êtes bien matinal. » Pour toute réponse, Netona se contenta d'émettre un vague grognement. « Je constate que vous êtes encore de bonne humeur aujourd'hui, » ironisa le savant. Netona lui lança un regard glacial, et s'approcha du terminal de l'ordinateur. Il tapa Netiasop sur le clavier, et demanda une recherche complète. Presque aussitôt, le résultat s'afficha sur l'écran. Netiasop, 62 ans, dernier membre de la famille Hope, riche, possède un manoir sur 8 mots. Netona fronça les sourcils. Un vague souvenir lui revenait, quelque chose concernant directement le nom de la planète. Il réfléchit pendant quelques instants tandis que le scientifique poursuivait derrière lui. « Avez-vous pris votre petit déjeuner, lieutenant » dit-il en bâillant. « Moi je crois que je vais y aller. J'ai l'estomac dans les talons. » « C'est ça, » répondit Netona. « Faites donc cela. » Cette fois, ce fut au chercheur de lui jeter un regard noir. « Vous êtes trop sympathique. Cachez votre bon cœur, ou ça vous perdra, » lança-t-il en sortant de la pièce. Mais Netona ne faisait déjà plus attention à lui, il tenait à se rappeler à quelle occasion il avait bien pu entendre parler de cet endroit. Puis soudain, cela lui revint. Il reprit le clavier de l'ordinateur et saisit une nouvelle recherche sur la poursuite du cargo de Caxido. De nouveau,
Les résultats s'affichèrent rapidement et ce qu'il lut amena un sourire sur son visage. Elle avait fui sur cette planète. Elle y est au moins restée une nuit entière. Peut-être chez ce type, ce Netias Hope. Oui, sûrement. Ça ne peut pas être une coïncidence. Elle a dû parler, elle ou bien le gars qui l'avait aidé à s'enfuir. Il serait peut-être bon de rendre visite à ce monsieur Hope. Netona revint dans son bureau en marchant lentement et en fixant le sol comme pour mieux réfléchir. Donc, supposons que ce Hope se trouve au courant de nos projets par l'intermédiaire de cette petite marchande. Que savait-elle sur nous exactement? Presque rien. Elle a été témoin de l'attentat de Caxido et alors? À moins qu'elle ne soit pas ce qu'elle semblait. Et si cette fille était en réalité une Siliane? Peut-être une de leurs espionnes? Netona entra dans son bureau et se planta devant une des fenêtres comme il aimait le faire lorsqu'il réfléchissait. De toute manière, quelles que soient les informations qu'elle possédait à notre sujet, ce Netias Hope vaut la peine qu'on aille le voir. Peut-être sait-il où se trouvent ces satanés Silians maintenant? Oui, décidément, une visite va devoir s'imposer.